Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel du bosquet et aujourd'hui je vais vous faire un format un peu comme on avait déjà fait sur cette petite planche sur comment peindre l'écorce à l'aquarelle mais version feuillage. Donc aujourd'hui je vous donne plein de petits conseils sur les couleurs et les techniques que j'utilise pour peindre les feuillages de fleurs, d'arbres et de tous les végétaux que vous pouvez trouver. Donc, l'idée, un peu comme sur cette planche-là, ça va être d'abord de travailler sur les couleurs, comment faire des beaux verts qui soient naturels, qui soient pas trop vifs, mais qui soient en même temps pas ternes, et ensuite le travail des formes et des textures. Donc on va commencer par les couleurs. Je vous conseille d'avoir au moins un jaune primaire et un cyan dans votre palette pour pouvoir faire vos mélanges vous-même, mais c'est vrai que pour avoir des verts qui sont naturels, il va vous falloir peut-être d'autres couleurs quand même, parce que je vais vous montrer, si on fait que avec du cyan et du jaune primaire, on est vite limité et on a des couleurs qui sont un peu flashy. Donc je vais réhumidifier mon bleu primaire, donc mon cyan et mon jaune primaire. Je vais vous montrer ce qu'on peut avoir avec. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire pour avoir des verts plus naturels. Donc, si je mélange un jaune primaire, donc c'est un jaune qui est bien vif, bien clair, et que je le mélange à part égale avec un cyan, vous voyez, avec un bleu, le bleu classique qu'on a sur nos palettes, j'obtiens un vert qui est très vif. Vous voyez, déjà dans la palette, on voit il fait très vif et on n'a pas de végétaux comme ça dans la nature. Si je vous le montre sur une bande de papier, on va obtenir un vert un peu comme les verts qu'on a dans les boîtes de feutre ou de crayons pour enfants, un vert très vif, très lumineux. Alors il est joli, il n'y a pas de problème sur ça, vous avez le droit de l'apprécier, mais c'est pas les verts qu'on a pour peindre les végétaux, c'est pas optimal parce que c'est pas les verts qu'on a dans la nature du tout. Donc l'idée ça va être de partir de ce mélange-là et de voir ce qu'on peut faire avec. Déjà en mettant plus de bleu et moins de jaune, comme ici, vous voyez qu'on va tirer sur quelque chose d'assez turquoise. Un peu plus foncé, mais qui va être quand même assez pâle. Donc si vous avez que du cyan et du jaune primaire, ça peut déjà être mieux si vous voulez faire tout ce qui est conifère. A l'inverse, si on laisse beaucoup de jaune et qu'on met simplement une pointe de bleu, on va avoir un vert plus clair, plus comme un vert herbe. Donc n'hésitez pas déjà, si vous avez que les couleurs primaires dans votre palette, à varier la proportion de jaune et de bleu. Donc là on a mis plus de bleu, et là on a mis plus de jaune. Ça va vous permettre déjà d'avoir des verts qui sont un peu plus nuancés et un peu plus proches de la réalité. Donc ça c'est la première chose, c'est apprendre dans votre palette à doser la proportion de bleu et de jaune pour avoir un vert qui correspond plus ou moins à la réalité. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser des bruns ou des gris ou des noirs pour pouvoir avoir une couleur qui soit un peu plus neutre. Donc si on reprend, si je refais le vert qu'on avait de base, en belle quantité,
je vais venir lui ajouter 2 types de brins différents pour que vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir. Et puis après, un gris et un noir. Si je rajoute un peu de brun type terre de sienne, alors j'en mets peu volontairement pour que vous voyez bien les nuances, je vais obtenir un vert un peu plus neutre. Un peu plus froid aussi que ce qu'on avait à côté, mais qui a déjà plus ressemblé à ce qu'on peut retrouver dans la nature. Maintenant, si je fais la même chose avec un brun qui est plus un terre d'ombre, là c'est un terre d'ombre brûlé, je vais avoir un côté un peu terreux dans mon verre, il va tirer un peu vers le kaki. Et donc ça peut être intéressant aussi pour certains végétaux. Donc là, j'ai avec du terre de sienne. Et là, j'ai avec un terre d'ombre brûlé, donc un brun qui est un peu moins chaud, un peu plus froid. Maintenant, si on ajoute du gris ou du noir, là je prends mon gris classique, c'est un gris de peine. J'obtiens presque un terre verte. Donc, terre verte, c'est une couleur que vous trouvez chez tous les marchands de couleurs. Un vert un peu désaturé, un peu grisâtre, très clair, qui peut être très sympa pour des eucalyptus par exemple. Donc ça, c'est avec adjonction d'un gris de peine. Et si j'ajoute une pointe de noir, j'obtiens celui-ci. Donc, bien sûr, en ajoutant plus ou moins de chaque couleur, donc de chaque brun gris ou noir, vous allez avoir des verts à chaque fois différents. Là encore, en fonction des proportions que vous mettez, ça va changer votre couleur. Donc je vous conseille quand vous préparez vos verres, si vous avez une grosse composition végétale à faire, type un bouquet ou une forêt par exemple, je vous conseille de bien noter, avoir une petite feuille à côté et de bien noter les mélanges que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez utilisé et rapidement les proportions, et de vous faire une petite bande de la couleur pour pouvoir, si vous n'en avez plus, vous la refaire en vous rapprochant au plus près de ce que vous aviez. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous voyez, vous pouvez avoir quand même une belle palette de verres différents. Après, il y a des verres classiques qui sont très utilisés, que je veux vous montrer, parce que si vous décidez d'acheter des verres pour avoir plus de possibilités dans votre palette, ou pour pouvoir faire des nuances un peu différentes, je voulais vous montrer quand même les classiques. Donc dans les classiques qu'on voit souvent, il y a le verre oxyde de verre. Donc c'est un verre qui est assez lumineux, généralement assez sombre, que moi j'utilise beaucoup en base pour mes mélanges. Donc là c'est celui de chez Manon du Pigmentarium. Et donc celui-là c'est mon chouchou parce que vous pouvez avoir
un dégradé déjà assez intéressant avec un seul verre. Et pour le coup, généralement, les verres faits avec de l'oxyde sont assez naturels. Ils ont déjà un rendu qui est assez naturel, aussi bien quand vous les saturez pour avoir des choses très foncées que en les diluant à l'eau. Ça vous permet d'avoir des beaux feuillages assez brillants. Donc celui-là, c'est un que j'aime bien. Mais faites attention, parce qu'en fonction de chez qui vous l'achetez, il sera évidemment différent. Et donc là, je vous ai montré celui de chez Manon, et j'en ai un qui vient de chez Cataqua. Et vous allez voir, pas du tout la même chose. Vous voyez, il est beaucoup plus désaturé, celui-là beaucoup plus gris. Alors je m'en sers quand même parce qu'il est intéressant, notamment quand je fais des conifères. Mais vous fiez pas forcément au nom de la couleur, mais vraiment au swatch qu'on vous présente, parce que vous voyez là, c'est 2 oxydes verts. Et ils sont vraiment très différents tous les deux. Donc faites bien attention à ça, notamment quand vous achetez chez des petits artisans. Là, Manon du Pigmentarium et chez Cataqua, c'est 2 personnes qui font leur pigment toutes seules. C'est des entreprises, des créatrices quoi. Donc vous allez avoir des disparités entre les couleurs, même si les noms sont proches, qui sont assez importantes pour certaines couleurs et pour d'autres non. Deuxième exemple, j'ai 2 pommes rainettes ou pommes granny, pareil de chez Manon du Pigmentarium ou de chez Cataqua. Et là, c'est beaucoup moins flagrant au niveau de la différence entre les 2 couleurs. Vous voyez là, c'est 2 couleurs différentes que je vous mets. Hein. Et pourtant, je suis quasi sûre qu'à la caméra, avec la qualité de la caméra, vous voyez pas la différence. Je vous montrerai au séchage, mais donc vraiment faites attention à ça quand vous achetez vos couleurs. Et c'est pour ça aussi que ça sert à rien d'acheter 15 000 verres différents. Hein. Essayez vraiment de faire vos mélanges vous-même, ça vous permettra d'avoir plus de facilité. Donc moi, dans ceux que j'aime bien avoir quand même dans ma palette, si vous peignez beaucoup de végétaux, je vous conseille de les avoir. Outre un cyan et un jaune primaire avec des bruns et des gris et noirs pour pouvoir faire vos propres mélanges, vous pouvez, pour vous faciliter un peu la vie et nuancer plus simplement vos mélanges, acheter au moins un bon verre oxyde, un peu comme celui de chez Manon du Pigmentarium, qui va être bien saturé, bien pigmenté et lumineux. Pensez à avoir quand même un verre un peu moins vif, plus dans l'idée de celui-là de chez Cataqua, et pourquoi pas même un terre verte. Hein. Donc là, je vais vous mettre le terre verte de chez Winsor & Newton. Vous voyez, hein, comme ça peut être très bien, surtout si vous faites souvent des eucalyptus ou des compositions avec des teintes un peu pastel, un peu pâles, parce que ce vert-là va mieux se diffuser dans la composition, il va être plus doux. Et après, un pomme granny comme ça, c'est toujours intéressant d'en avoir un peu plus jaune, un peu plus vif, un peu plus peps pour certains végétaux. Si vous peignez par exemple typiquement alors j'ai Dordovion qui me vient en premier en anglais, c'est terrible, c'est des pissenlits, voilà. Ça peut être intéressant d'avoir un vert bien vif comme ça. Et le dernier que je vous conseille d'avoir, si vraiment vous voulez une palette de verre un peu complète, c'est un vert olive qui soit vraiment un beau vert olive. Donc là c'est celui de chez Manon du Pigmentarium. Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir, alors peindre des olives, certes, mais on parle pas de fruits aujourd'hui, on parle de feuillage. Vous allez pouvoir non seulement avoir un vert qui est un peu plus proche du kaki, un peu plus désaturé, moins vif, mais qui a quand même un sous-ton bien jaune, alors que là on est plus sur du bleu quand même. Et ça, pour nuancer des couleurs dans vos mélanges, c'est top d'avoir un olive comme ça. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller au niveau des couleurs, c'est de tester vos palettes, tester ce que vous avez déjà, parce que je suis certaine qu'avec ce que vous avez déjà, vous pouvez déjà faire énormément de verres différents.
Donc vous ruez pas à acheter 15 000 verres différents, ça ne sert à rien. Mais si vous peignez régulièrement, et surtout des végétaux, surtout des forêts, si vous faites des paysages et tout ça, n'hésitez pas à ajouter quand même quelques verres qui vous faciliteront la vie et les mélanges, parce que c'est toujours pratique. Donc ça c'est au niveau des couleurs, et pour moi c'est la base, parce que si vous pouvez avoir la plus belle feuille en termes de forme possible, si vous avez une couleur qui est pas naturelle, qui est un peu comme celle-ci, trop flashy, et vous allez pas avoir un rendu naturel. Alors après, si vous voulez un rendu peps, si vous voulez un rendu pop, très graphique, ces couleurs-là sont très bien aussi, attention. Je dis pas qu'il y a des couleurs qui ne valent pas la peine d'exister, c'est pas du tout ça que je vous dis. Mais si vous voulez un rendu naturel, il va falloir aller vers plutôt ces teintes-là. Et donc, si vous peignez une super belle feuille d'eucalyptus, mais que vous la peignez comme ça, et que vous voulez un rendu naturel, ça ne fonctionnera pas, et votre composition risque de ne pas vous plaire. Donc attardez-vous quand même, s'il vous plaît, sur la fabrication de vos propres couleurs, de vos propres mélanges, pour avoir des compositions qui vous satisfassent au niveau de leur colorimétrie et de leur harmonie au niveau des teintes. Une fois qu'on a ça, on a la question au niveau des feuillages, de la forme. Donc pour avoir des belles feuilles qui soient ressemblantes, vous avez une diversité immense dans la nature de formes de feuilles différentes, et à part les regarder, les observer correctement, les étudier, vous n'allez pas pouvoir faire des feuilles ressemblantes en faisant toujours les mêmes. Si vous faites une forêt où il y a des essences d'arbres qui sont censées être différentes et que vos touches pour les feuilles sont toutes les mêmes, on va pas reconnaître les arbres. Si dans un bouquet vous avez des roses, vous avez des pâquerettes, vous avez des tulipes, et que vous me faites toutes les mêmes feuilles, ça ne va pas aller, parce que un rosier n'a pas les mêmes feuilles que la tulipe, que la pâquerette, que le myosotis, etc. Donc là, je vais vous montrer les feuilles les formes de base qui me semblent indispensables à avoir pour avoir une variété. Même quand vous faites des fleurs imaginaires, moi ça m'arrive souvent de faire des bouquets où j'ai juste envie de laisser un peu libre cours à ma créativité, et donc je ne me focalise pas sur le réalisme, mais je vais quand même varier les formes. Donc là, je vais vous montrer mes formes un peu doudou, un peu fétiches, pour que vous puissiez les tester. Donc déjà, on peut avoir des feuilles qui sont soit plutôt rondes, soit plutôt allongées. Et notre pinceau peut venir nous aider à créer ces formes-là. Vous pouvez vous servir de la pointe de votre pinceau, venir aplatir le ventre dans un arc de cercle, la même chose de l'autre côté, et vous obtenez la feuille un peu classique qu'on a généralement en tête, avec sa petite pointe, avec son côté un peu arrondi tout doux et son petit pédoncule. Donc vraiment tout simple, la pointe, un arrondi avec le ventre en appuyant, et on rejoint les deux bords. Donc ça c'est la petite feuille classique. Après on peut lui ajouter des détails et de la texture, mais au niveau de la forme, très simple. Après vous pouvez aussi avoir des feuilles qui sont un peu plus allongées, donc comme les feuilles de narcisse, de tulipe, de plantes à bulbes en général, qui sont un peu plus dans l'idée de longueur. Et dont on ne voit généralement pas le bas, puisqu'elles sont soit cachées dans le bouquet, soit elles rentrent dans la terre. Donc on voit rarement leur bas, et il n'y a pas de petit pédoncule forcément, puisqu'elles sont accrochées en fait au bulbe. Après vous pouvez avoir des feuilles qui ont les bords dentelés, qui ne sont pas lisses. Donc vous pouvez très bien travailler, comme la première forme que je vous ai montrée, la forme de base, et venir avec la pointe de votre pinceau travailler des dentelures. Donc plus votre inclinaison est douce et plus vous avez un travail sur la pointe, plus vous aurez des choses fines.
Alors il y a des dentelures qui sont plus ou moins rapprochées, plus ou moins fines en fonction des espèces de plantes, hein, donc faut pas hésiter à tester plusieurs choses. Et souvent, la dernière dentelure du bas, elle va un peu vers la tige, elle est rarement vers le haut comme les autres. Vous voyez là j'ai une dentelure plus fine qu'ici, puisque j'ai rapproché mes coups de pinceau. Ensuite vous avez des feuilles qui sont plus découpées, qui vont avoir des trous. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire toujours une belle pointe et de faire des contours où vous allez pouvoir venir relier pour créer des brisures dans votre forme, comme ceci. Vous allez avoir des feuilles aussi qui sont parfois avec vraiment des trous à l'intérieur de la feuille et qui sont un peu plus longilignes. Donc on vient travailler un peu plus des formes découpées et géométriques. Et on garde en tête le côté où ça doit se rejoindre en bas, puisque la feuille est forcément attachée à une branche ou à un tronc quelque part. Vous pouvez aussi ménager des trous dans vos feuilles. Donc vraiment, regardez les formes des feuilles, allez-y tranquillement, testez des choses avec vos pinceaux. Vous avez aussi des feuilles qui sont vraiment très ovales. Vous avez des feuilles qui ont des pédoncules plus ou moins épais. Vous pouvez aussi avoir les branches de conifères avec leurs aiguilles à faire. Donc là, je vous conseille, quand vous avez ça, de deux options. Soit tracer le centre de votre feuille de conifère et de venir y attacher avec des petits coups de pinceau aux épines, vraiment une à une. Ou alors, pour un rendu un petit peu plus flou, vous pouvez directement faire vos épines des deux côtés. Comme ceci. Si vous devez faire un zoom, les épines de conifères, elles sont pas pointues au bout, hein, généralement. Elles sont assez arrondies. Comme ceci. Et donc après, la question, ça va être de rajouter de la texture ou non à vos feuilles pour avoir un rendu plus ou moins réaliste. Ça va vraiment dépendre de l'ambiance générale que vous voulez donner à votre peinture. Est-ce que votre peinture, vous voulez qu'elle soit assez loose, assez moderne, assez floue, ou est-ce que au contraire vous voulez que ça soit proche de l'aquarelle botanique, très précis, où on voit les nervures, on voit les changements de tonalité dans la feuille, etc. Donc ça, c'est à vous de le décider en fonction de ce que vous allez peindre. Vous pouvez très bien aussi faire un entre-deux. Moi j'aime bien souvent, c'est peindre la forme générale, laisser sécher, et venir retravailler juste les nervures principales et un petit peu de texture. Donc si je vous montre sur une feuille, si
si je fais une feuille, on va partir sur ma forme classique. Donc la pointe, son beau ventre, et puis le petit pédoncule tout fin. Là, je peux déjà venir retravailler des couleurs si j'ai envie, des nuances en mouillé sur mouillé. Donc je peux venir avec un autre vert travailler sur une feuille qui ne serait pas totalement uniforme. Donc ça marche très bien si vous faites des feuilles. Là je parle, depuis tout à l'heure on parle de vert, hein, ça va être le printemps donc je vous fais des feuilles printemps-été, mais ça marche très bien ça si vous faites des feuilles en automne. Je vous referai, je pense, une vidéo avec vraiment les feuillages d'automne plus tard. Et donc là, en laissant sécher, vous allez déjà avoir une texture. Une fois que ça, c'est bien sec, on va pouvoir travailler sur du détail et de la texture autrement. Donc je vais vous faire sécher la feuille pour que je puisse vous montrer ça. Donc, maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir travailler, comme je vous disais, les textures, les nervures, etc. Donc là, on voit que ma feuille, elle n'est pas totalement uniforme. C'est ce que je voulais en rajoutant des petites taches d'une autre couleur. Et je vais venir, avec un pinceau un peu plus fin, lui travailler ses nervures. Donc ce que je vous conseille quand vous voulez faire les nervures, c'est de travailler avec la même couleur que la couleur principale du fond de votre feuille. Parce qu'avec la transparence de l'aquarelle, vous allez obtenir quelque chose de légèrement plus sombre, mais d'assez fin quand même. Donc ne changez pas de couleur. Et de venir tracer d'abord la nervure centrale, avant de venir lui attacher vraiment bien du bord jusqu'à la nervure. Les nervures qui sont latérales. Essayez de travailler avec des gestes amples et des courbes très douces. N'hésitez pas à observer soit de vraies feuilles, soit des dessins botaniques pour vous inspirer. Et vous pouvez très bien vous arrêter à ce stade-là et avoir juste les premières nervures, d'accord ? Ou aller un peu plus loin en traçant très légèrement des nervures plus fines qui partent des latérales que vous avez fait avant. Pour donner ce côté réseau de nervures à vos feuilles. Je vous conseille d'avoir un pinceau le moins chargé possible, même si du coup vous allez devoir souvent aller recharger en couleur, parce que vous voulez avoir des choses très fines. Et pour avoir des choses très fines, ben, il faut qu'il n'y ait pas de grosses gouttes, pas beaucoup de matière qui tombe sur votre feuille. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne maintenant. Donc encore une fois, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là, ou vous pouvez créer de la texture par-dessus. Pour le faire assez simplement, notamment quand on débute, je vous conseille de prendre soit une brosse plate, mais celle-ci elle est un peu grosse vu la taille de ma feuille, soit un pinceau à bourron assez fin, et l'idée ça va être de venir, donc je vais pas le faire sur ma palette en creux parce que ça va pas fonctionner, il me faut une surface assez plate, donc je vais venir ici. Alors avec la même couleur, mais je vais ajouter un petit peu de jaune parce que l'idée ça serait d'éclairer un peu ma feuille.
je vais venir charger mon pinceau et vous voyez, je vais venir l'écraser comme ça, un petit peu pour que les poils se séparent. Vous pouvez même appuyer tout doucement et tourner pour bien séparer les poils. Et c'est ça que je veux. Je veux une espèce de fourche là avec les poils un peu séparés. Et avec ça, je vais venir tout doucement, pas partout, mais à certains endroits de ma feuille, venir tapoter mon petit balai là. Mon petit balai avec ses poils un peu hirsutes. Donc, je vais faire ça tranquillement. J'ai pas besoin de le faire beaucoup. Ensuite, je vais venir rapidement redonner sa forme à mon pinceau que j'ai un petit peu torturé, que j'ai un peu malmené quand même. Et en faisant ça, vous allez obtenir une texture supplémentaire sur votre feuille qui va un peu se fondre une fois que ça sera bien sec, et ça vous permet d'éclairer des zones ou de les assombrir au contraire de manière légèrement aléatoire sans que ce soit partout sur votre feuille. Et en faisant ça, vous obtenez des feuilles qui ont l'air un peu plus naturelles puisqu'elles sont rarement, sauf plantes d'intérieur, plantes en serre, ultra soignées, dans la nature elles sont rarement parfaites. Hein. Les feuilles elles ont rarement une couleur totalement uniforme et c'est ce qui fait leur beauté aussi. Donc ça c'est la petite astuce en plus pour pouvoir avoir cette texture, et vous pouvez le faire sur des feuilles où vous n'avez pas fait les nervures. Donc, je prends un autre verre et par exemple sur celle-ci je vais venir ajouter un peu de texture. Et derrière avec un pinceau un peu humide, donc là j'ai juste remis de l'eau et redonné un peu sa forme à mon pinceau. Je vais venir faire comme quand je fais un glacis, donc c'est repasser toute ma feuille pour que ma texture se dilue un peu dans l'arrière-plan. De ma feuille pour obtenir une texture un peu plus naturelle encore une fois. Donc voilà, ça c'est en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Ça peut varier. Et je voulais vous montrer sur la plus foncée que j'avais fait aussi. On peut très bien faire des nervures, même sur une feuille qui est très sombre. Et avoir ce côté, voilà, un peu creusé, des nervures, tranquillement, comme ceci. Hop. Donc voilà pour les conseils de base, vraiment pour débuter avec les feuilles. Je vous ferai une vidéo plus avec des couleurs automnales parce que je pense que pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous ça risque de manquer. Et puis je vous ferai certainement une vidéo plus tard aussi sur les feuillages au sein des arbres, parce que là si vous peignez par exemple un paysage de forêt ou le bord d'un étang ou un jardin et que vous devez faire les végétaux, vous allez être embêté si vous voulez peindre feuille par feuille dans vos arbres. Vous n'allez pas pouvoir faire ça, il va falloir que vous rendiez compte de vraiment la canopée, donc ce qu'il y a en haut de tous les arbres, et la densité de feuilles, et vous n'allez pas pouvoir peindre feuille à feuille. Donc je ferai une vidéo dédiée à ça une prochaine fois pour que celles et ceux qui veulent peindre vraiment plus des paysages ou des compositions complexes, ou même un arbre seul, puissent le faire tranquillement. Mais là ça vous donne déjà des bases pour les couleurs des feuillages printaniers et d'été, et aussi pour les formes de base si vous faites des bouquets ou des compositions plus fines ou les feuilles autour d'un fruit par exemple.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne du Bosquet pour ne pas louper les prochaines. Et puis si vous avez des questions, des points d'interrogation qui ne sont pas encore levés par cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message privé. J'y réponds toujours avec plaisir et puis ça me met en joie de voir ce que vous faites de mes tutos et de mes conseils, donc n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos petites réalisations une fois que vous les aurez faites. A plus tard, salut!